Madame la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs le représentant des institutions européennes, Madame la représentante du président de la collectivité européenne d'Alsace, Madame Martine Dietrich, conseillère d'Alsace déléguée, Madame la représentante de la maire de Strasbourg, Madame Anne Mistler, adjointe à la maire déléguée, mes chers collègues du consistoire et des communautés du Bas-Rhin, Monsieur le Grand Rabbin et l'ensemble des rabbins, Mesdames et Messieurs les membres des familles des victimes, Mesdames et Messieurs, nous allons à présent commencer cette cérémonie annuelle avec, en ouverture, nous allons reprendre l'ensemble des communautés du Bas-Rhin où il y a eu des déportés et je laisse la parole pour ceci aux membres de l'UEJF qui vont nous citer l'intégralité des villes et villages. Heilbronn, Bar, Benfeld, Bischheim, Bischwiller, Buxwiller, Remath, Buswiller, Dambach-la-Ville, Dondorf, Detwiller, Liebesheim, Dirmregen, Lübigheim, Doltheim, Effig, Erstein, Tondorf, Fegersheim, Jarstheim, Gorsdorf, Kürnhofen, Agno, Athènes, Astadt, Erzbisheim, Erzisheim, Hochfelden, Onheim, Ilkirch-Grafenstaden, Igenenheim, Ingwiller, Iterswiller, Kestadel, Kolsheim, Grottersheim, Kultosheim, Lothenburg. Lembach, Lingelsheim, Mackenheim, Markelsheim, Marlenheim, Marmoutier, Merzwiller, Molsheim, Momenheim, Mutterscholz, Mutzig, Neuvillers-les-Savernes, Niederbronn-les-Bains, Niderney, Niederrodern, Oberbrunn, Obernay, Oberrodern, Oberschiffolsheim, Oberzebach, Odratzheim, Offendorf, Osthofen, Osthues, Otrott, Pfaffenhofen, Quatzenheim, Reichshofen, Ritzels, Ringendorf, Romonswiller, Rosenwiller, Rosheim, Sarregnon, Saverne, Schaffhausen, Scharachbergheim. Scherwiller, Schittigheim, Schirmeck, Schirhofen, Schwegos-sur-Moder, Schwenheim, Schwerdrasheim, Célestat, Sousse-les-Bains, Sousse-sous-Forêt, Srotzheim, Strasbourg, Srust, Traenheim, Trimbach, Villers, Lavalk, Waslon, Benbourg, Vetterswiller, Westhofen, Westhaus, Wittersheim, Vohert, Wolfisheim, Zellwiller. Cette année, elle marque le 80e anniversaire des 86 tués à Ostruthof. Et c'est à cette occasion que la cérémonie est encore plus spéciale qu'habituellement. Et c'est pour ça que je vais demander au docteur Raphaël Toledano, qui a fait un travail incroyable pour redonner un nom, et même, je dirais, je me permettrai même une vie à ces victimes, de prendre la parole, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, chers amis, la communauté juive de Strasbourg est l'une des rares de France à avoir le douloureux privilège de conserver et préserver les restes non incinérés de victimes de la Shoah. C'est notre devoir de rappeler tous les ans que cela fut. Et si nous le rappelons au monde inlassablement, c'est pour délivrer ce message. C'est en commençant par des mots, de simples mots de haine, que l'homme en vient un jour à tuer l'objet de sa haine, que ce soit au nom d'une idéologie raciste, d'une religion ou encore d'une science sans conscience, comme l'a admirablement démontré le philologue allemand Victor Klemperer dans LTI, la langue du Troisième Reich. Car la Shoah puise ses racines dans la propagande nazie qui a consisté en une distorsion progressive du langage, mais aussi dans un simple livre, Mein Kampf. Chers amis, cette année 2023 marque le 80e anniversaire de l'assassinat de 86 juifs au camp de Natzweiler-Struthof. Et c'est à l'occasion de cette date symbolique que nous sommes réunis. Mais au-delà de ce moment important dans notre calendrier, nous devons tout faire pour rappeler sans cesse la mémoire de ces 86 juifs et répéter
que ces 29 femmes et ces 57 hommes ont été à la fois victimes d'une science dévoyée et mortifère, mise au service d'une idéologie antisémite et victimes de la Shoah. C'est en 1941, quelques semaines après l'inauguration de la Reichsuniversität de Strasbourg, l'université nazie de Strasbourg, que le projet a germé. Auguste Hirt, directeur de l'Institut d'anatomie, l'a mise en forme, proposant que l'on constitue, je le cite, une collection de crânes de commissaires judéo-bolcheviques qui incarnent une sous-humanité répugnante mais caractéristique. Fin de citation. Associé dans son entreprise à l'anthropologue nazi Bruno Beger, Hirt va voir son projet évoluer, je cite encore, en une collection de squelettes juifs. Qu'est-ce qu'un squelette juif? Nul ne le sait. Les os d'un juif sont-ils différents de ceux d'un non-juif? Auguste Hirt et Bruno Beger en sont sans doute convaincus. Pour ces scientifiques, il faut constituer un musée de squelettes de personnes juives à Strasbourg, pour montrer à la population alsacienne l'infériorité prétendue de la dite race juive, au moyen des mesures du squelette et du crâne, accompagnées de moulages, de photos, de radiographies, de prises de sang. Une sorte de musée zoologique d'une espèce appelée à disparaître, que ce soit dans les chambres à gaz des centres de mise à mort ou sous les balles des Einsatzgruppen qui sillonnent l'Europe. Comment Auguste Hirt, qui a fait de brillantes études de médecine et qui a longtemps travaillé aux côtés d'un grand pharmacologue juif, en est venu à imaginer, planifier et commettre un tel crime? Cela reste un mystère insondable. Se pensait-il à l'abri, quels que soient ses agissements, parce qu'il était un scientifique respectable? Toute tentative d'explication met à rude épreuve nos catégories mentales, car cela dépasse l'entendement. C'est pourquoi il incombe à l'université d'enseigner à ses étudiants l'histoire des crimes commis par des médecins sous le nazisme. Elle doit intégrer cet épisode cruel dans ses programmes et rappeler que l'on peut être un grand scientifique et accomplir l'innommable. 30 femmes et 79 hommes ont été sélectionnés à Auschwitz en juin 1943 pour cet horrible projet par Bruno Beger. Parmi eux, il y avait Maria Kempner et Brandel Grube, une mère et sa fille de 20 ans qui vivaient en Belgique et avaient été dénoncées alors qu'elles se cachaient. Il y avait Jean Kotz, un jeune Parisien de 31 ans, arrêté dans le métro, station Oberkampf, par la police française et interné à Drancy. Il y avait Alice Simon, une Berlinoise de 55 ans, veuve et mère de 2 enfants qu'elle avait réussi à envoyer à Londres in extremis, peu avant la guerre. Il y avait Joachim Behrendt, un jeune Allemand de 20 ans, déporté avec ses parents, et dont seul un frère survécut à la Shoah, avant de mourir en 1948 dans la guerre d'indépendance de l'État d'Israël. Ces 109 hommes et femmes avaient une famille, une histoire, un nom, et je tiens à saluer chaleureusement les familles de victimes qui ont fait le déplacement, ainsi que celles qui n'ont pu être présentes à regret. Sur les 109 juifs sélectionnés à Auschwitz, 86 parviennent au camp de Natzweiler le 2 août 1943. Ils y sont assassinés dans une chambre à gaz rudimentaire, entre les 11 et 18 août 1943, par le sinistre commandant du camp Joseph Kramer. Leurs corps sont acheminés à l'Institut d'anatomie. C'est un employé alsacien, contraint d'y travailler, du nom d'Henri Pierre, qui est chargé de réceptionner les corps. Comprenant qu'il s'agit d'un crime, il recopie en cachette les numéros tatoués sur les bras. 1 an plus tard, devant l'arrivée des Alliés, Auguste Hirt ordonne que l'on détruise ces corps et qu'on efface les matricules tatoués. La tâche n'est réalisée que partiellement et les Alliés retrouvent une partie des dépouilles le 1er décembre 1944. C'est le grand rabbin Deutsch qui aura la lourde tâche d'inhumer ses victimes de la Shoah dans ce cimetière. Une première partie le 28 octobre 1945 et les autres corps le 16 septembre 1951. En 2015, d'autres fragments humains appartenant à ces victimes ont été retrouvés dans les bocaux remplis de formol, rangés dans les étagères de l'Institut médico-légal de la Faculté de médecine de Strasbourg. Ils ont été également inhumés dans ce cimetière, conformément à la tradition juive. En 1985, Serge Klarsfeld et Jean-Claude Pressac sont les premiers à donner le nom de l'une des victimes, celui de Menachem Tafel, berlinois vivant en rue d'Alsace, devenu un temps le symbole de ce groupe. En 1997, une plaque à son nom est apposée sur la pierre tombale anonyme des 86 par Roland Knibusch et Georges Federman du cercle Menachem Tafel, à qui l'on doit tant de batailles pour la mémoire de ces hommes et de ces femmes. Il faut attendre 2003 pour qu'un historien allemand,
Hans-Joachim Lang retrouve le nom de toutes les autres victimes de ce crime, grâce à la liste de numéros que l'héroïque Henri Pierre avait noté secrètement au péril de sa vie. Grâce à Hans-Joachim Lang, qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui et que je salue, on sait qu'une majorité de victimes venaient de Thessalonique, à l'instar de Esther Eskenazi, jeune fille de 19 ans, ou de Sabi Dekalo, jeune homme de 18 ans. Ainsi, le projet nazi visait non seulement à exterminer des millions de juifs, mais aussi à leur dénier toute humanité, en les privant de sépulture et de nom. Il nous appartient aujourd'hui de dire sans relâche le nom des 86 victimes, de raconter leur histoire, de les transmettre aux générations futures et ainsi de leur restituer leur voix, ainsi que celle des 6 millions de nos disparus. Je vous remercie de votre attention. Un grand merci au Dr Raphaël Toledano pour ce témoignage et sa prise de parole. On va à présent lire la première partie des 86 victimes, première partie qui va être lue par les EI, que je remercie d'être présent comme habituellement à nos côtés. David Akoumi, Bella Alaluf, Israël Albert, Elvira Amar, Emma Amar, Palomba Arnad, Aaron Aron, Preti Arush, Martin Hacher, Ezra Asser. Allegra Attas, Ernestine Baruch, Joachim Basque, Joachim Berendt, Günther Benjamin, Allègre Beracha, Kalman Besmirti, Samuel Bliocilio, Harry Baubert, Sarah Bomberg. Sophie Borochek, Nissan Bouchard, Rebecca Cambelli, Sarika Cambelli, Ellie Cohen, Julie Cohen, Hugo Cohen, Gunther Danberg, Sabi Dekalo, Kurt Driesen, Aaron Esform, Aaron Escaloni. Esther Eskenazi, Maurice Francese, Abraham Franco, Einsalo Fischer, Benjamin Gégère, Faj Lichman, Brandel Groove, Hugo Arsov, Charles Hassan, Alfred Ayoum, Rudolf Herrmann. Madame Marion Mendel-Zweig, s'il vous plaît. J'avais un grand-père adoré, Moses Kempner. Et ce grand-père, je savais de tout temps qu'il n'était pas mon grand-père biologique, comme on dirait aujourd'hui. Il se retrouve à la fin de la guerre veuf. Et ma grand-mère de même, puisque le père de maman n'est jamais revenu de déportation. Donc voilà, ils forment un couple. Et l'histoire semblait s'arrêter là, comme on le savait tous, dans la mort en déportation et rien de plus, avec une pensée que ça s'était passé à Auschwitz. Et c'est donc bien après la mort de mon grand-père, comme m'a dit ma mère hier en m'écrivant « Heureusement que Père », c'est ainsi que nous appelions mon grand-père, heureusement que Père n'a pas connu les circonstances de la mort de sa femme et de sa fille, car c'est d'elle qu'il s'agit. Donc je le savais, il y avait une photo au mur du mariage de Brenda Kempner, qui par mariage s'est appelée Groupe, comme elle vient d'être nommée. Et donc voilà, nous savions qu'elle avait une fille qui s'était mariée en 1940 à Liège et qui ont fait partie de cette sélection macabre, et que nous n'avons pas su les circonstances de leur mort jusqu'aux informations qui sont sorties grâce aux travaux qui viennent d'être nommés par Raphaël Toledano. Et je suis convaincue que ce travail de mémoire, ce travail de recherche, c'est un travail d'exhumation au propre et au figuré de ces personnes. Il ne faut pas que la mort sous cette forme de violence inhumaine est le dernier mot. Donc le travail est un travail d'empêchement, de résistance à ces dérives catastrophiques pour l'humanité en général, pour les Juifs en premier lieu. Merci beaucoup. On va à présent passer à la lecture des deuxièmes parties des 86 victimes qui vont être lues par le Bnei Akiva.
Jacob Herschel, Albert Isaac, Israël Isaac, Sabetej Capone, Maria Camber, née Rosen, Léveil Kahn, Elisabeth Klein, née Thaley, Jean Kotz, Else Leisbol, née Schelling, Kurt Levy, Ishai Litri, Michael Marcus, Maria Malaton, Abraham Matarasso, Esas Menaché, Katerina Moshe, Regina Nachman, Sirona Nachmias. Dario Nathan, Sarina Nissim, Heinrich Ozepovich, Jeannette Passman, née Vogelsan, Herman Pincus, Jacob Polak, Israël Raphaël, Samuel Raphaël, Sigebert Menhart Rosenthal, Frank Sachnovich, Mary Senderichin, née Brodsky, Albert Saltiel, Maurice Saltiel, Maurice Saporta, Mordechai Shaoul, Gustave Selelig, Alice Simon née Remack, Émile Sondheim, Sigurd Julius Steinberg, Nina Sustiel, Menachem Tafel, Martha Testa, Maria Urstein née Brandis, Walter Wolinski. Merci beaucoup. Je vais à présent laisser la parole au président du consistoire israélite du Bas-Rhin, M. Maurice Daon. S'exprimer aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, est difficile. Vous m'autoriserez de comparer la situation dans laquelle vous êtes assis, non pas pour l'appel, non pas pour vérifier si vous êtes tous là, mais de comparer simplement ça, cette posture sous ce soleil accablant, à ce que toutes ces personnes et les 6 millions qui les ont accompagnés, et toutes les 86 qui sont là, ont pu subir par temps de froid et par temps de chaud. Ils auraient souhaité que quelqu'un mette fin à cette séance d'appel. Aussi, vous me permettrez, pour ne pas vous faire plus souffrir de la chaleur, d'interrompre ici mon propos pour que vous ressentiez la véritable joie que celle d'être libre, que celle de ne pas être obligé de subir la pression de nos oppresseurs. Notre message à la communauté juive, mais aussi à l'ensemble de la population, c'est que, quoi qu'il arrive, nous n'oublierons jamais et nous appelons à la vigilance. Et c'est cette vigilance dont je suis sûr que vous tous qui êtes présents et ceux qui ne sont pas là sont conscients, et j'espère qu'ils le transformeront à leur tour en acte. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je vais à présent laisser la parole au grand rabbin Harold Abraham Veil, grand rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin. Chers amis, ce n'est pas à moi que devrait revenir l'honneur de prendre la parole aujourd'hui, mais à un rabbin qui serait rentré d'un camp de concentration nazi. Hélas, il n'en est pas un qui puisse se présenter devant vous. Pas un n'est revenu, quel que fût son âge, jeune ou vieux, quelle que fût la date de sa déportation, récente ou ancienne. La libération des camps ne nous en a rendu aucun. Ainsi s'exprimait le grand rabbin Jacob Kaplan lors d'une allocution en souvenir des disparus de la Shoah prononcée en 1947. Si nous évoquions l'année dernière ici même l'éloquence du silence suggérée par cette interminable liste de noms dressés devant nous, à laquelle s'ajoutent bien évidemment les 86 noms qui viennent d'être cités et les 6 millions d'autres, et les circonstances qui nous rassemblent aujourd'hui, nous ne soulignons peut-être pas suffisamment celles qui s'imposent aux survivants, malheureusement de moins en moins nombreux, ainsi qu'à leurs proches. Nous ne le savons que trop bien, difficile de parler.
difficile de témoigner, de partager, ce que ceux qui n'y étaient pas ne pourront de toute façon jamais comprendre. Combien de rescapés ont traversé la seconde moitié du XXe siècle, dans un mutisme saisissant? Combien d'autres ont laissé s'écouler des décennies avant de raconter, dans une pudeur déconcertante? Notre chère Simone Pollack écrit dans l'avant-propos de son livre « Longtemps, j'ai voulu oublier afin de recommencer à vivre ». On peut comprendre qu'il ait fallu des années à ceux qui ont eu la chance d'échapper à cette fin pour reprendre confiance dans l'humanité, essayer d'exister à nouveau, reprendre pied. De l'enfermement, on ne sort jamais, mais essayer de s'intéresser aux autres, à tout ce qui est vivant, c'était un chemin à parcourir et à gagner. Ou pour paraphraser Nicole Lapierre, dans Le silence de la mémoire, dans beaucoup de familles, le souvenir de la guerre est enfoui. Silence impressionnant et dense, ponctué parfois de quelques fragments de récits, les mêmes, inlassablement repris, qui rendent plus manifeste encore le non-dit d'où ils émergent. Les parents ont de multiples raisons de se taire. Ils veulent épargner un récit insupportable à leurs enfants, et s'épargner aussi en ne ravivant pas leur douleur, en ne réveillant pas cette sourde culpabilité d'avoir survécu, quand tant d'autres ont disparu. Reste la présence de l'absence, l'éloquence du silence. Comment ne pas rappeler également le témoignage de Naftali Lo, que je rappelais ici même il y a quelques années, frère de l'ancien grand rabbin d'Israël, Meir Lo, par lequel il conclut son livre « Âme qu'est la vie ». Pendant 50 ans, j'ai porté le joug de la responsabilité que mon père m'avait confiée avant sa déportation à Treblinka. Il m'avait alors donné la charge d'un enfant malingre, chétif, un enfant qui avait alors 5 ans, mais avait l'air d'en avoir à peine 3, et peut-être moins. Pendant 3 ans, je fus pour cet enfant, qui n'est autre que Loulek, un père, une mère, un protecteur et un garant. Plus d'une fois, le désespoir me saisit et me rendit impuissant jusqu'à l'anéantissement de moi-même, jusqu'à ma propre destruction. Mais l'ordre que j'avais reçu de mon père de ramener mon jeune frère vers des rivages plus sûrs et d'assurer par son intermédiaire la continuation de la chaîne familiale me permit de rester en vie. Cet engagement insufflant en moi la foi et la volonté de poursuivre la lutte pour survivre et ne pas succomber au destin terrible qui avait frappé les autres membres de la famille. Les 840 noms qui nous font face s'adressent aujourd'hui à nous, dans ce silence éloquent, assourdissant, un silence rendu plus étouffant encore par l'ajout des 86 noms de ces parfaits innocents, asphyxiés dans une barbarie inénarrable, à quelques kilomètres seulement de ce lieu depuis lequel je m'adresse à vous. À chaque fois que nous pénétrons dans ce Beth Achaïm, et plus particulièrement aujourd'hui, en cette journée instituée à leur mémoire, ils nous rappellent à nos responsabilités. D'énormes pierres, faisant irrémédiablement écho à celles que Moïse plaça à l'entrée de la terre promise, comme nous l'avons lu il y a 2 semaines, afin qu'aucun visiteur ne puisse se dérober à son devoir, que nul ne puisse dire qu'il ne savait pas. Ce devoir, nous le martelons chaque année, péniblement mais inlassablement, passe nécessairement par la transmission d'une mémoire vivante, d'une mémoire dynamique, d'une mémoire engageante, car l'éloquence du silence que nous évoquions n'a pas vocation à nous figer dans la stupeur ou dans l'inertie. Non, il ne nous appartient pas de servir nous-mêmes de sépulture à ces millions de malheureuses victimes arrachées cruellement à la vie et dont on a même cherché à voler la mort. Il nous revient bien au contraire d'être des vecteurs de vie afin de redonner du sens et du poids à leur existence. Apprenons à apprivoiser ce silence, à ne pas s'en offusquer, ni en avoir peur. Il est souvent bien plus fécond et porteur de sens, bien plus évocateur et transcendant que le plus cinglant des discours. Lorsque Moïse demanda à voir la récompense réservée au grand rabbi Akiva, Dieu lui fit voir la manière dont il allait quitter ce monde, supplicié par les Romains, sous le regard incrédule et totalement désabusé de ses disciples. Il s'écria alors « Maître du monde, ceci est la Torah, et cela est sa rétribution ?»
Ce à quoi Dieu répondit « Silence !» C'est cela qui est monté à ma pensée. Il est intéressant de noter que Dieu ne vient en aucun cas délégitimer la question de Moïse. Celle-ci n'est considérée par le maître du monde ni comme offensante, ni comme intrusive. La réponse cinglante de Dieu vient simplement rappeler à Moïse qu'une fois la question posée, l'invitation au silence est de mise. Un silence humain, comme écho au silence divin. Or, de manière fort intéressante, c'est à cette réalité implacable que nous renvoient les fêtes de Rosh Hashanah, et plus précisément le moment tant attendu de la sonnerie du chauffard. Tout comme le grand prêtre, le Kohen Gadol, qui lors de sa visite annuelle dans le Saint des Saints le jour de Yom Kippour était tenu à un silence absolu, suivi d'une très courte prière à sa sortie, car aucun mot, aucune prière justement n'était à même de rendre compte de l'intensité extrême du moment, nous nous retrouvons durant la sonnerie du chauffard dans l'incapacité totale de verbaliser les choses. Le silence comme une nécessité absolue, pour laisser le chauffard parler à notre place, crier notre détresse, mais aussi notre espérance. Un silence libératoire, visant à faire vibrer au plus profond de nous-mêmes la voix de Jacob, trop souvent étouffée par les mains d'Ésav. N'est-ce pas là, au fond, ce que nous ressentons toutes et tous aujourd'hui? Il n'appartient qu'à nous de ne pas nous laisser enfermer dans ce silence, mais au contraire de le sublimer, afin de le rendre toujours plus parlant, plus éloquent, voire même plus insolent. Ces noms, gravés sous nos yeux, sont aussi le symbole de l'unité la plus indestructible. Eux, d'horizons si différents, mais pourtant emportés par un destin commun. Les voici rassemblés, jeunes enfants, femmes, prosélytes, du coupeur de bois jusqu'au puiseur d'eau, se dressant devant nous comme le suggère la sidra que nous avons lue hier. Quelle leçon pour nous, trop souvent minés par des querelles intestines, passablement motivés par des jalousies futiles ou de la haine gratuite. Eux n'ont pas pu se payer le luxe de se diviser. Offrons-leur en retour cette unité, qui est ce que nous possédons de plus précieux et qui nous permet d'affirmer, 80 ans après, qu'Hitler n'a pas gagné. Continuons donc à être inlassablement et modestement les voix de ce silence, afin de perpétuer leur souvenir éternel et d'être dignes de ce qu'ils nous ont légué en héritage. Yehe Zichram Baruch. Merci, monsieur le grand rabbin. J'appelle à présent madame Josiane Chevalier, préfète de la région Grand Est, s'il vous plaît. C'est là, près de Schirmeck, sur le sommet dénudé de la montagne, à 800 mètres d'altitude, en un site enchanteur et féerique, entouré de sapins et dominant la vallée tortueuse et basse, que les bandits hitlériens avaient fait construire leur jardin des supplices. C'est dans ces termes que le journal L'Humanité titrait, le 7 décembre 1944, la découverte du camp du Struthof. L'histoire du Struthof est celle du seul camp de concentration nazi établi sur le territoire français. Un camp où plus de 50 000 détenus venus de toute l'Europe ont été recensés et dont plus de 20 000 sont morts entre mai 1941 et novembre 1944 dans d'effroyables conditions. Si les noms de Dachau, Auschwitz ou Treblinka évoquent immédiatement les exactions commises par les nazis, le camp du Struthof est beaucoup moins connu. Il fut cependant l'un des camps de concentration les plus meurtriers du système tortionnaire nazi. Ce lieu était l'incarnation de la barbarie d'un régime totalitaire. Les 86 juifs sélectionnés à Auschwitz et gazés en août 1943 ont au prix de leur vie constitué la sinistre collection de l'Université du Reich de Strasbourg. Ces 57 hommes et 29 femmes, âgés de 17 à 64 ans, cela a été rappelé, ont en raison de leur existence été sacrifiés sur l'autel de l'idéologie destructrice d'un régime criminel. Ces 86 innocents, et 80 ans plus tard, ont contribué à faire du Struthof un haut lieu de la mémoire nationale. Depuis 1960, le mémorial national de la déportation, érigé puis inauguré par le général de Gaulle, alors président de la République, nous livre son message universel et imprescriptible. Ne jamais oublier. L'histoire
n'est pas qu'une longue marche vers la liberté, la justice et l'égalité. Elle montre aussi le pouvoir de la peur, l'emprise durable dans l'esprit de certains hommes, du désir de domination et de se tourner contre tous ceux qui ont l'air différents. Notre combat pour la liberté des hommes continue. Il se tourne en direction des autocrates qui brident, manipulent, détruisent la démocratie et tous ceux qui refusent de se soumettre à la dictature. Notre fidélité à ce combat est plus que jamais nécessaire. Nous devons le mener pour l'avenir de nos enfants. Nous devons aussi le mener à la mémoire de toutes celles et ceux qui ont été emportés par les régimes de la mort. Leurs vies nous réunissent aujourd'hui. Nous sommes responsables de ce qui nous unira demain. Cette phrase que j'emprunte à Simone Veil illustre parfaitement la vigilance dont nous devons toujours faire preuve. Et ce combat qu'il nous appartient de mener inlassablement, ensemble. 80 ans après, ce combat, nous le menons pour l'histoire qui s'écrira demain, pour les générations à venir, pour toutes celles et ceux qui pourront aspirer à la liberté, à une humanité décente et à la vie dans la paix. Merci beaucoup, Madame la Préfète. À présent, la chorale Le Chant Sacré pour le chant Mima Makim. Merci à la chorale Le Chant Sacré et au Chazan de la Grande Synagogue de la Paix, David Gerst. David Gerst qui va à présent nous interpréter El Malé Rachamim. Je vous demande à tous et toutes de bien vouloir vous lever
pour ce moment. Merci. תחת כנפי השכינה במעלות קדושים וטהרים כזו אורקיה ירים ומזירים נשמוס אחינו ואחיותינו בני ישראל אנשים נשים ילדים וילדות שנפלו ושנהרגו ושנשרפו ושנשחטו ושנחנקו ושנקברו חיים על ידי הנאצים ויודריהם יימח שמם במחנות מוות בירקנו דחו מיידנק טרבלינקה מאוטהאוזן אושוויץ סוביבור שטרוטוף ושאר מחנות מוות שיון מספללים בירשקובס נשמעסיהם לכן ברוחמים יסתירם בסייסר כנפיו ליואל מוב ויצרוך בצרור החיים שנשמעסיהם בגן עדן תהיה מנוחתם וינוחו בשלום על משכבם ונאמר Amen. Je vais inviter le président du consistoire et le grand rabbin à se recueillir devant le monument avec monsieur Marcel Bicarmandel qui fera le Kaddish tout de suite après. Nous allons en présent clôturer cette cérémonie avec le chant démarré par la chorale Le Chant Sacré. Je voudrais remercier ici tous les intervenants qui ont pu participer à cette cérémonie, ainsi que l'ensemble du public et le consistoire Israël du Bas-Rhin. On vous souhaite de bonnes fêtes de Shana Tova à tous et à toutes. Au terre de
Oh